Bonjour et bienvenue dans cette petit qu'est-ce que j'ai lu au mois d'avril partie 1, puisque j'ai décidé de faire ce truc en 2 parties. Et voilà. Et voilà. Donc, dans cette première partie, nous allons aborder 4 livres. Le 4e n'est pas là puisque je l'avais emprunté à quelqu'un. Et il s'agit donc de 3 livres que j'ai terminés et d'un DNF. Je vais être salée, comme d'hab. Et voilà, let's go, vamos. Donc, je rappelle que donc, dans ma liste de... dans ma palle pour avril que j'avais préfaite, il y avait Cathy et Out of the Woods, donc pour l'instant je suis bon. Donc, commençons par Cathy de Michael McDowell. Ça c'est l'édition française chez Monsieur Toussaint Louverture. Attendez, on prend 2 minutes pour regarder comment que c'est trop beau. C'est censé être Cathy. Ça aussi c'est censé être Cathy et ça c'est Philo je crois. Oui, elle a l'air pas gentille et elle a l'air gentille. Alors, Cathy, de quoi ça parle Cathy, c'est l'histoire de Philomela Drax qui reçoit un jour la lettre de son grand-père qui est blindé et parce qu'elle est pauvre, voilà, qui lui dit il vient de se faire plus ou moins, enfin, il est plutôt retenu prisonnier chez lui par la famille des Slape, dont en fait, attendez, son fils s'est marié à une personne, j'ai déjà oublié comment elle s'appelle. Cette personne épouse Monsieur Slape quand le fils est mort. Du coup, sa belle-fille a épousé un truand, en gros, et il truande dans la maison. Et du coup, le grand-père a super peur pour sa vie. Et du coup, Philo va à sa rescousse dans l'espoir aussi un peu de gratter un billet derrière, on va pas se mentir. Sauf que tout se passe pas comme prévu parce que les Slape sont complètement... et Cathy est une psychopathe. Je pense que franchement, on n'est pas sur de l'autodiaque de personnages où j'utilise des mots à tort et à raison. On est vraiment sur un problème psychologique, c'est-à-dire que quand elle est petite, elle tue des petits chiens, quoi. Genre, littéralement, dans le premier chapitre, elle tue des bébés caniches. Et elle trouve ça trop rigolo. Et s'ensuit donc, on passe pas au contraire de ce que moi je pensais, on ne reste pas 1000 ans chez le grand-papa Drax, qui s'appelle pas Drax en vrai, mais bref. Et en fait, on suit la vie de Philo sur, je sais pas, genre bien 2 ans, je pense, au moins. 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, à chaque fois qu'on croit que Philo s'en sort dans la vie, il y a Cathy derrière et les Slape en général qui viennent foutre sa vie en l'air, littéralement, vraiment. Alors voici ce que j'ai à dire. Si vous pensez que personne n'était safe dans Game of Thrones, accrochez-vous. Accrochez-vous. Parce que c'est dur. C'est dur. Après, alors j'ai bien mis ce livre. Je lui ai mis 4,5 il me semble. Je vais vérifier. Je crois bien que je lui ai mis 4,5. D'ailleurs j'ai changé ma manière de faire les pages de mon cahier de lecture. Alors avant que quelqu'un me pose la question, les pages derrière viennent évidemment d'un livre. Ça vient de... Percy Jackson et la mer des monstres que j'avais vendu sur Vinted et qu'on m'a renvoyé et qui a eu la malencontreuse aventure d'affronter la mer des monstres, l'eau quoi, du casier Vinted Go. Du casier Vinted Go et du coup il est horrible et comme je peux pas le revendre et que j'ai déjà lu et que je compte pas le garder parce que j'ai gardé aucun des Percy Jackson, je prends des pages dedans, voilà. Au moins je le recycle, il a une seconde vie, voilà. Donc pour Cathy j'ai aussi découpé la jaquette promotionnelle qu'il y avait dessus pour la mettre dedans. Bon. Donc j'ai mis 4,5, 4 3 quarts, 4,75, bref. J'aurais pu mettre 5 étoiles, parce qu'en vrai ça se lit super bien. Alors attendez, voici, on va parler des choses super bien dans ce livre. Moi j'ai trouvé que c'était haletant. Vraiment, même des moments où c'est un peu plus creux, on a tellement envie de savoir ce qui va arriver à Philo. Et on a tellement envie de la voir foutre une pâtée à Cathy, qu'on reste en fait. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, qu'en fait je l'ai lu, j'ai commencé le livre, vraiment j'ai ouvert la première page sur le quai de la gare de Metz et je suis arrivée à Londres, je l'avais terminé. Enfin il restait 20 pages quoi, même pas. J'ai terminé genre le lendemain, mais j'aurais pu terminer dans le Worcester. Donc en vrai ça se lit super vite. Je crois qu'il est connu pour ça, Michael McDowell, pour avoir des romans de gare
qui se lisent super bien et qui font flipper. Et franchement, il y a des moments où je suis là, ouh là là là, ouh là là là, ça m'a vraiment, genre, ça m'a pas mis dans le bad bad. Genre, on n'est pas sur un compte interdit ou quoi. Vraiment, le joueur de flûte de Hamelin m'a vraiment mis un peu plus dans le bad que ça. Mais ça fait flipper, hein, genre. Et le. Et ce que j'aime vraiment, c'est que déjà, j'ai l'impression de dire un Zola moderne. Dans le sens où, genre, il y a tout ce truc de l'hérédité, de la psychopathie, parce que les parents, sont pas non plus. Hein, côté, genre, misère humaine qui amène les personnes à faire des choses pas incroyables. Et puis, c'est super bien détaillé. Enfin, on est presque sur un roman historique à un certain moment, sur la fin du 19e siècle aux États-Unis, sur genre New York, comment les gens vivent à New York, tout ça. Les petites incursions surnaturelles, parce qu'en fait, Cathy voit l'avenir. Ben, en vrai, ça passe, ça choque pas dans le récit, on n'est pas sur du réalisme magique ou que ça. Hein. C'est pas non plus merveilleux, c'est vraiment ça fait flipper son pouvoir. Philo est cool, Cathy fait trop peur. Il y a encore un autre chien qui meurt. Voilà, c'est ça le truc. C'est que franchement, alors je sais que Michael McDowell a dit que c'était son roman le plus noir, le plus horrifique dans le terme genre frissonnant et dans l'horreur de la situation et des choses qui se passent dans le livre. Mais maintenant, pour moi, vraiment, la cruauté envers les animaux, vraiment les deux scènes où on tue des chiens, je vais le dire, un trigger warning, cruauté envers les animaux, c'était un peu trop, vraiment. Alors, déjà la première c'était horrible parce que c'était des petits bébés qui avaient rien fait, et donc déjà tu le sens pas bien, et la deuxième c'est un autre chien. Et en vrai, tu te sens quand même pas bien. Il est adulte, ok, mais mais tu te sens quand même pas bien. Enfin, vraiment, pour moi, c'était bouleversant. Vraiment, les gens qui meurent dans le livre, c'était pas grave. Les chiens qui meurent. Voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu cruauté envers les animaux, j'aurais mis 5. Mais c'est pas non plus un coup de cœur littéraire, vous voyez. Alors, je sais pas si c'est les animaux, enfin, les petits chiens qui meurent qui m'a fait me. C'est le fait qu'on tue les chiens qui m'a sorti du truc au point où du coup j'en ai fait pas un coup de cœur, ou si s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas eu un coup de cœur non plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était super bien. En vrai, je vais lire les autres trucs du Michael McDowell parce que le Reading Slump, franchement, vous êtes en Reading Slump, lisez ça. C'est tout seul. Ensuite, j'ai lu. Donc comme j'avais expliqué, je suis allée à Waterstones et j'ai acheté des livres en buy one get one half price, et une de mes copines a acheté un seul livre. En fait, il y en avait un qu'elle voulait parce qu'elle est dans sa période Formule 1, et on lui dit mais Pole Position c'est à propos de pilote de Formule 1 homosexuel, et du coup elle a acheté Pole Position. Et moi je voulais lire, mais j'avais absolument enfin, je voulais lire pour sortir de ma zone de confort, bien évidemment, puisque la romance MM j'en lis pas tellement. J'en lis pas en fait, littéralement j'en lis pas. Et, et en fait je me voyais pas du tout acheter ce livre parce que je pensais bien que j'allais Urk à certains moments, et j'ai bel et bien Urk, donc je suis bien contente de ne pas avoir acheté le livre. Allez, c'est parti. C'est mon DNF du mois. Je sais déjà plus comment s'appelle la meuf qui l'a écrit. Bref, pole position. Ça parle de Kian, qui est il est champion du monde en titre de Formule 1, et ça fait 15 ans qu'il est dans le circuit. Il n'est pas très vieux, hein. Il a genre 31 ans, mais il est là depuis qu'il est super jeune sur le circuit principal. Et son copilote, enfin c'est pas son copilote, mais en vrai vous savez il y a les écuries et il y a plusieurs plusieurs pilotes par écurie, et son bestie dans son écurie en fait, et ben il se pète la jambe, donc il ne peut bien évidemment pas conduire. Et à ce moment-là arrive du coup un pilote pour le remplacer, et c'est un jeune pilote de 25 ans. Je crois qu'il s'appelle Harper. Alors, j'espère que je dis pas de conneries, mais je crois bien qu'il s'appelle Harper. Qui, lui, il est super arrogant, il croit que ça y est, c'est parce c'est pas grâce à ses résultats qu'on l'a mis là, c'est parce que littéralement quelqu'un a déclaré forfait, donc il y a une place quoi. Et ils ne peuvent pas se blairer. Donc là, vous vous dites, c'est un Rivals to Lovers. Elle adore les Rivals to Lovers, elle a forcément aimé. Ben non, parce que c'était nul à chier. Franchement, en général, je dis pas que les romans ils sont nuls à chier, parce que tout est une question de. Je crois que j'ai déjà dit 2 fois cette année, mais c'est pas grave. Parce que tout est une question de point de vue en vrai, et de sensibilité littéraire, et de sensibilité à certaines choses et tout. À un moment donné, il faut peut-être arrêter de foutre la gueule du monde aussi, parce que quand c'est nul, il faut le dire, et là vraiment c'était. Le Rivals to Lovers, il ne marche pas parce que le Lovers n'arrive à aucun moment. J'ai lu jusqu'à page 180 pour vous dire. À la page 180, ils ont déjà plus ou moins passé du temps ensemble, pas très habillés. Donc on est sur l'approchement de Lovers, vous voyez, ben ça tient pas.
J'ai lu plus de la moitié du livre, je crois qu'il y a 100, 200, 270 pages, 280. Donc j'ai lu à peu près la moitié du bouquin. Et c'est pas normal que, genre, déjà DNF jusqu'à là, ça veut dire que je me suis accrochée, quoi. Et on devrait pas. Franchement, quand on DNF des trucs, on devrait pas DNF des romances, en fait, parce que ça se lit tout seul, il y a un problème, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a plusieurs problèmes. Le problème principal, c'est le personnage d'Harper. J'espère vraiment qu'il s'appelle Harper et que je l'appelle pas n'importe comment depuis tout à l'heure. Harper James, non, je crois bien qu'il s'appelle comme ça. Qui est juste détestable. Ils ont essayé de nous vendre le truc du mec super mature versus l'enfant pourri gâté du sport. Et en vrai, ben ça marche pas. Alors, donc Kian est le mec super mature. Donc Kian a 31 ans et l'autre il en a 25. Donc en vrai, ou 24. Enfin, bref, il y a une différence d'âge, c'est vrai. Mais en vrai, c'est un age gap qui peut marcher. Enfin, moi je trouve pas ça non plus trop exagéré. Et en vrai, quand c'est bien fait, ils sont majeurs et tout, tous les deux, on est d'accord. Et en plus, genre, c'est pas genre Kian a super beaucoup d'expérience et Harper, c'est plutôt l'inverse. Donc en vrai, l'age gap, c'est pas plus un age gap, passe. Maintenant, quand il y en a un qui se comporte comme un adulte de 30 ans et l'autre qui se comporte comme s'il était en quatrième, donc il a 13-14 ans, premièrement ça choque et en plus ça donne absolument pas envie de shipper, quoi. Vraiment, Harper il est insup, il fait que de la merde exprès pour l'emmerder, vraiment. Et genre il se comporte avec une maturité non existante et moi j'ai pas envie. Je pense que après 180 pages, il est censé y avoir quand même un certain développement du personnage. Et quand il n'y a aucun développement sur les 180 premières pages, en fait, ça me donne absolument pas envie de lire la suite parce qu'il y a pas de bon espoir pour la suite, en fait. Et du coup, je me dis, bon, ben tant pis, je vais DNF parce qu'en fait, je m'en bats les steaks. À chaque fois, c'est un livre à point de vue. Donc à chaque fois, c'était le point de vue d'Harper. J'espère que je trouve bien qu'il s'appelle comme ça. Et ben, j'avais envie de skip les chapitres, en fait, parce que le personnage de Kian, même si à un moment donné, franchement, on est presque. C'est pas sur du non-con vraiment, mais presque, hein. Enfin, ça m'a un peu déstabilisée. Je me suis dit, you shouldn't be doing that. Mais bon, écoute, après tout. Il est en mode super mature, je le déteste. Et 2 pages après, genre, il a envie de le ken dans toutes les places de l'hôtel, et je comprends pas, en fait. Il est plus appréciable dans sa psychologie et ben, dans sa maturité et dans le fait que, ben, franchement, il a raison. Sur tellement de choses, il a vraiment raison. Mais, ben, en fait, ça marche pas, quoi. Enfin, je veux dire, si tu m'écrivais un roman qui se passe juste en Formule 1 et qu'on n'est pas censé avoir ça, et on a Kian, le mec super, et l'autre qui a un trou de fesses, ok. Genre, je lirais presque une fiction contemporaine sur la Formule 1. Mais si tu me fais une romance sur la F1, déjà, est-ce qu'il y a des copyrights sur certains trucs que t'as pas le droit d'utiliser, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas copyrighté les autres écuries? Enfin, bref. Déjà, il y a du problème sur le réalisme de la Formule 1, et ça, moi-même, je me suis dit, et les gens l'ont remarqué aussi beaucoup dans les commentaires, sachant que ça fait 10 ans que je ferai plus de Formule 1, donc si moi j'ai remarqué, c'est que quand même, 10 ans, 15 au moins. Et j'adorais la F1 quand j'étais petite. Je me réveillais tout le temps pour les Grands Prix et tout, quand c'était le matin. Je sais pas pourquoi. Bref, mais quand c'est une romance, je veux dire, il y a quand même des cases à cocher pour que ça fonctionne, et quand ça marche pas, ben c'est qu'il y a un problème. Et du coup, ben j'ai dit NF. Voilà. C'était nul. I hate it. Vraiment. Je devrais faire un carnet noir dans les trucs que j'ai dit NF. Il y en a 2. Et franchement, si on compare la reine Margot que j'ai dit NF, dont j'ai absolument oublié de parler le mois dernier, et celui-là que j'ai dit NF, ben j'en ai dit NF 1 à la page 180 à la page 15. Mais j'ai dit NF absolument pas du tout pour les mêmes raisons. Il y a un truc que j'avais d'affiche que ça allait pas me plaire, que j'allais tellement râler que c'était pas la peine que je le lise. Et l'autre plutôt où en fait j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que cette chose. Ensuite après ça, j'ai lu The Beholders de Esther Manson. C'est quoi l'édition de ce truc? Fourth Estate. Je pense que c'est ça. J'ai tourné la vidéo Hall de Londres, genre avant-hier, du coup j'ai l'impression que je me répète, mais il y aura une semaine qui se passe au moins entre ça, donc c'est pas... Donc The Beholders, ça raconte l'histoire de Harriet qui est une... D'abord elle est juste domestique chez un... Comment on dit en français? À chaque fois j'oublie le mot. Chez un député britannique qui n'est pas là du tout, hein. Il y a juste sa femme et les autres domestiques, et la majorité des autres domestiques sont juste des gros caca, vraiment. Elle n'est pas du tout dans une ambiance Downton Abbey, tout mimi, tout... Absolument pas. Ça se passe à la fin du 19e, ça j'ai dit ou pas? Bref, et donc elle arrive dans cette maison, et en fait il se passe des choses vraiment cheloues, mais pas surnaturelles, mais cheloues. Et la femme du MP, qui s'appelle Clara, elle est sur place, et en fait on se rend compte qu'elle va pas bien, qu'elle est très bizarre, tout ça. Et le cœur du truc, parce que c'est littéralement les 3 premières lignes du truc, c'est que leur fils est trouvé noyé
dans la Tamise. Dans la Tamise. Dans la Tamise. Donc, on part pas de l'enquête et des trucs comme ça. En fait, on ouvre sur le fait que l'enfant est mort. Et ensuite, c'est le journal de Harriet, parce qu'elle tient un journal, qui nous raconte l'histoire en fait. Donc alors, autant j'ai lu Cathy à l'aller, j'ai lu The Beholders au retour de Londres, et j'attendais dans le hall à St. Pancras, et j'ouvre le truc. Et j'ouvre le truc, et le premier truc, c'est un extrait d'un faux journal qui dit Proceedings at the Old Bailey were disrupted today as chaotic scenes follow a momentous turn in the Gethin trial. Et ensuite, plus loin, il y a écrit Clara Gethin was indicted yesterday for the willful murder of their child and the disposal of his body in the River Thames in London. Et en fait, j'ai pété un câble parce que j'ai lu ça à peu près 500 fois l'année dernière, puisque littéralement, une grande partie de mon mémoire de l'année dernière était sur les infanticides. Bon, c'était au XVIIIe siècle, mais du coup sur les proceedings de Lord Bailey, et j'avais envie d'hurler. Franchement, j'étais en public, je pouvais pas hurler, mais j'avais envie d'hurler. I will never get rid of this. Vraiment, ça va me suivre jusqu'à la fin de ma vie. Donc déjà, j'avais envie de crier. Donc, en vrai, j'avais envie de crier parce que ça me saoule que ce machin me suive partout. Mais, du coup, je me suis dit, ah d'accord, on pousse l'infanticide dès la première page, en fait, on le dit. Et là, je me dis, ok, donc, normalement, on va en terrain conquis, plus ou moins. On va voir ce que ça donne. Et en fait, je crois que j'ai mis 4 étoiles parce que, alors il y avait certaines choses qui m'ont absolument pas plu, dont la cruauté envers les animaux encore. The Beholders, j'ai mis 4. Parce que j'écris toujours mon avis, pour pas oublier. Mon avis dit, j'aurais plus apprécié sans le journal intime PTDR mon mémoire. Alors voilà, en fait, autant, du coup je trouve que c'est cool, ça se lit bien parce que c'est des entrées de journal tout le temps. Et on suit vraiment, genre on a la mentalité d'Harriet et le fait que elle est tellement persuadée de certaines choses et quand tout s'effondre, elle est là en mode oh, I didn't see that coming. Et t'es là, ouais, moi non plus en vrai. Et du coup, il y a une certaine proximité avec Harriet qui s'instaure par son journal intime, mais moi j'aime pas en fait. Qu'est-ce que je voulais pas lire à cause de ça? Il y a un gros roman vachement à la mode que je voulais lire et quand j'ai vu que c'était des entrées de journaux, je me suis dit ouais, en fait, non, j'ai pas envie du tout. Et c'est dur à faire un bon roman plus ou moins épistolaire, quoi. Enfin, tu t'écris des lettres à toi-même, en gros. C'est dur, hein. Je sais que genre, c'est fait exprès et tout, mais ça m'a... C'est surtout qu'à un moment donné, en fait, surtout au début, bah, j'ai l'impression que ce qu'elle écrivait... Bah, c'est certainement voulu, hein, que le personnage écrivait des trucs vachement brouillons. Et du coup, moi, j'étais perdue. Voilà, donc ça m'a déstabilisée. Après ça, franchement, les personnages sont cool. Non, ils sont pas cool. Il y a des personnages, c'est des gros monstres. Mais genre, la qualité de personnage est variée, tout ça. Le fait qu'on en fasse confiance à certains et qu'en fait, ça nous tombe sur la gueule, hein, littéralement, comme ça tombe sur la gueule d'Harriet, ben ça, c'est super. Ça, je vote pour. Le système de la maison, genre la maison, elle prend presque vie, hein, littéralement, elle est là. Donc c'est un peu un personnage principal, la maison dans le livre. Et ben ça, c'était cool. Mais, alors, je dirais pas qu'on est sur de la biphobie à un moment donné, mais la représentation bisexuelle dans ce livre était catastrophique. Voilà. Ça m'a pas empêché de mettre 4 en vrai, parce que c'est pas non plus un truc trop important, donc en vrai. En fait, si on t'enlève ça passe. Enfin, surtout, on enlève ça ne change rien à l'intrigue, ou presque, donc c'est pas. Mais. Faites mieux! Pitié! Je veux dire, c'est pas compliqué en Big 2025, hein, parce que le livre vient à peine de sortir, il me semble. Hein. J'ai lu une nouveauté, c'est tellement rare. Moi, j'ai lu une nouveauté juste après aussi. The Full Face Sale Paperback Edition published in 2025. Et du coup, je comprends pas, en Big 2025, est-ce que c'est compliqué de pas faire un personnage bi qui soit la caricature du mari couche-toi là, du fuckboy, qui en a rien à battre de tout le monde et qui fait ça juste pour lui, et qui du coup après il est super méchant avec tout le monde parce qu'il découvre son secret et que et puis mais elle je l'aime, eux je les ken, genre non en fait non, genre en 2025 c'est plus possible en fait de voir ça. Non, franchement j'ai terminé dans la journée. Il me semble bien que donc, du coup j'ai commencé le matin, enfin le début d'après quand j'attendais à Londres, et que j'ai terminé le soir quand je suis rentrée chez moi, quoi. C'est un peu plus compliqué. On est sur une densité des trucs qui est un peu plus extrême que Cathy. Notamment parce que j'ai lu en anglais à Cathy, j'ai lu en français.
mais c'est tout autant un page turner que Cathy en fait, et ça se lit super bien, vraiment. Je sais pas, en ce moment je lis que des thrillers et thrillers historiques, du coup j'aime trop. Est-ce qu'on peut compter Cathy en thriller historique en fait? Parce que sinon c'est probablement ce que j'ai lu le plus cette année, enfin ce mois-ci. Et voilà, il y avait des choses, peut-être que certains trucs étaient un peu trop passés rapidement, mais c'est le problème en fait du journal intime. Hein. Mais voilà, enfin, est-ce que je le conseille? Je sais pas. Est-ce que je conseille Cathy? Oui, totalement. Est-ce que je conseille The Beholders? Je ne sais pas. Il y avait des choses bonnes dedans, mais... Vous voyez, c'est un 4, normalement j'aurais dû le mettre en vert, mais peut-être je vais le mettre en rose qui veut dire mais, parce que ben c'est un 4 de... C'est comme quand on a 15 à l'école et c'est juste parce qu'en fait on fait tout bien dans le truc scolaire de machin, enfin le truc scolaire, les cases qu'on nous propose, tout ça, on rentre bien dedans, on suit bien la méthodologie, le machin, et après, ben là c'est un peu ce genre de 4 quoi. Et enfin nous terminons avec Out, Bonhomme of the Wood Young bien sûr, avec Out of the Woods d'Anna Bonham Young. J'ai publié au début de semaine ma review sur Instagram, qui a pas eu fait beaucoup de likes, mais je m'en fous, elle l'a liké. Anna Bonham Young a liké ma publication. Enfin voilà, enfin, je veux dire, ça c'est trop bien, vraiment, littéralement je reste sur Booksta pour ça, pour genre collecte les auteurs que j'aime bien qui like mes publications, vraiment je... Donc Out of the Woods, c'est le spin-off, enfin, c'est en vrai Out, c'est donc une série avec Out of the Limb, Out on the Limb que j'ai lu en début d'année, et maintenant il y a Out of the Woods. Donc c'est une duologie séparée, c'est-à-dire on peut lire totalement Out of the Woods sans avoir lu Out on the Limb, puisqu'en fait Sarah, c'est la meilleure amie de Winifred, qui est le personnage principal du tome 1. La seule chose, quand on lit ce tome-là avant l'autre, c'est que du coup on sait ce qui se passe à la fin, bon. Puisque ça se passe 2 ans je crois après Out of the Woods, Parce qu'il me semble que Out of the Woods se passe 2 ans après Out on the Limb, donc ben c'est un peu spoilerish quoi. Donc Sarah, c'est la meilleure amie de Win. Sarah est mariée avec Caleb depuis qu'elle a 19 ans. Ils ont 31 ans ou 32 ans, je crois, dans le livre. Elle sort avec lui depuis qu'elle a 14 ans. Voilà, ils n'ont connu que l'un l'autre pendant toute leur vie. La mère de Sarah est morte quand Sarah avait 19 ans. Et en fait, le livre commence avec un dîner de charité, en fait, où ils vendent des trucs aux enchères pour la recherche sur la maladie de Charcot dont était atteinte la mère de Sarah. Et en fait, c'est un désastre total. Et c'est ce qui est écrit derrière. Hein. Je ne raconte rien de plus que ce qui est écrit derrière. Et Caleb sauve le jour, save the day. Vraiment, il sauve le truc en ramenant les fonds qui manquaient pour que la soirée soit une réussite. Et ça pète un câble en fait. Puisqu'elle se rend compte que, en fait, elle a passé plus de la moitié de sa vie avec Caleb. Et qu'elle n'a jamais rien fait de sa vie, outre être la mère. Outre être la fille de. Outre être la fille de sa mère, ensuite l'aidante de sa mère quand elle était malade, et ensuite elle est devenue la femme de Caleb en fait. Elle n'est pas genre sa propre personne, et ça la pèse énormément, et ils sont vraiment au bord du gouffre tous les deux, parce que elle l'emmène avec lui totalement dans ce truc là. Lui pense que en fait tout va bien, genre lui il vit sa meilleure vie, il se complète totalement dans les habitudes qu'ils ont et dans la manière dont leur couple fonctionne, et le changement l'effraie à un point. À un moment donné, il parle et j'étais là, ah ouais. Et du coup, Winifred propose à Sarah de faire avec Caleb une thérapie de couple sous forme de randonnée pendant une semaine. Je sais pas d'où sort cette idée, mais en vrai, c'est une idée de génie. Et du coup, Sarah et Caleb vont faire cette rando. Donc pendant à peu près 70% du bouquin, on est en randonnée. Honnêtement, si au début ça fait un peu se dire une randonnée de couple, ça change un peu. Moi j'ai trouvé que l'exécution était pas ouf. Voilà, enfin vraiment, je crois que j'ai mis 4. Je sais jamais, faudrait peut-être que je vienne préparer. 4 écarts, 4,25. Regardez, j'ai fait une belle page toute belle. En fait c'est super compliqué parce que tu passes ta lecture à comparer avec l'autre, et surtout l'autre, moi je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, la maturité émotionnelle de Out on a Limb, je la retrouve dedans, mais à un degré qui... On va reprendre du début. Donc, je vais dire d'abord ce qui m'a vraiment plu beaucoup, c'est je me suis reconnue énormément en personnage de Sarah. Alors non pas parce que
Ici, il y a écrit célibataire depuis la naissance sur le front. Donc, je suis avec mon mec depuis que j'ai 14 ans, je ne connais pas. Mais dans le moment de sa vie, enfin, elle est à un point crucial de sa vie, Sarah. Et en fait, j'ai l'impression que moi, ça fait 2-3 ans que je suis absolument au même point que Sarah. Et que juste je m'accroche à des trucs, je m'accroche à des trucs. Et une fois que j'arrive au bout de la corde, ben en fait, j'ai peur de sauter alors qu'il faudrait sauter. Et Sarah se retrouve exactement dans la même situation. Et le fait que la thérapie de couple soit faite par 2 professionnels de la psychologie, en fait ça m'a fait énormément de bien, dans le sens où il y a beaucoup de choses que, je crois que c'est Yvonne qui dit à Sarah que j'avais énormément besoin d'entendre. On a des chapitres flashback sur la mère de Sarah et ben franchement j'ai chialé, oui voilà j'ai chialé parce que c'était bouleversant, mais il y a aussi des choses que la mère de Sarah dit à Sarah et je me dis j'avais tellement besoin d'entendre ça, mais aussi putain ça fait trop mal quoi, ça fait trop mal parce que c'est des choses qu'en fait tu les sais, mais t'as pas envie de te l'avouer et du coup quand tu le vois dans un livre t'es là. Je pense que émotionnellement le livre est aussi fort que le précédent. Maintenant je pense que tout le truc sur la rando c'était vraiment qui tout double en fait et pour moi ça a pas pris trop. Je suis vraiment contente qu'ils arrivent à mettre à plat et à mettre sur la table les deux, hein, Sarah et Caleb, ce qu'ils ressentent. Je pense que du coup pour ça c'était un bon comment on appelle ça en français, un bon ressort scénaristique, hein, vraiment. Mais, du coup, pour moi, ça restait vachement superficiel. Et voilà, enfin, c'était un truc linéaire normal hein, dans Out on the Limb. Et du coup, j'ai préféré vraiment ça. Je ne sais pas. Et aussi, voilà, le dernier point qui fait que je n'ai pas mis au moins 4,5, c'est qu'en fait, Caleb, ben, je m'en tape les steaks. Autant beau. J'ai pas envie de comparer, mais autant beau, vraiment, il se bat là, tout en haut. Sa place de book boyfriend, elle est en péril. Elle est en péril. Mais il la défend bien. Vraiment. Autant Caleb, à part, vraiment, il a eu un awakening marxiste, hein, je peux vous le dire. Pour un américain, pour un nord-américain, il est canadien, mais pour un nord-américain, il a eu un awakening marxiste. Ok, good for him, vraiment, ça fait du bien de voir ça dans un bouquin. Mais vraiment, Caleb, je m'y attache absolument pas. Alors je sais pas si c'est parce qu'en fait on le voit comme elle le voit Sarah à ce moment-là et que du coup comme elle peut plus blairer, être avec lui tout le temps, ben je comprends. Mais ben ça me manquait de quelque chose quoi. J'ai pas accroché tellement avec Caleb, même si apparemment dans sa famille tout le monde a des prénoms qui commencent par la lettre C et que c'est plus ou moins le cas apparemment chez moi aussi. Mais ça ne vraiment, enfin genre ça aurait pu être n'importe qui. En vrai, voilà. Dans Out on a Limb, c'est une romance sur accepter qu'on est différent aussi, tout ça, et remarquer qu'en fait on est comme les autres. Hein. C'est vraiment un truc. Mais l'aspect romance, il est super important parce qu'en fait déjà, s'il n'y a pas de mec dans Out on a Limb, il n'y a pas de plot puisque ben, le plot c'est que ben, c'est une grossesse accidentelle quoi. Donc ça me... Là, si Sarah elle allait en randonnée thérapie toute seule, ben, ça marcherait tout aussi bien. Parce que les choses qu'elle comprend, ben elle n'a pas besoin d'être à deux pour les comprendre et du coup, ben, moi l'aspect romance contemporaine dans celui-là je le vois pas. Enfin, si, mais moins. Quoi, ça m'a pas. Est-ce que ça fait sens ce que je dis? C'était mon avis sur Out of the Woods. Peut-être que je le relirai peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans en n'ayant pas l'aspect. Il faut absolument que ce soit aussi mon Out on the Limb dans mon cerveau quoi. Donc, currently, je lis et Le Faune de Marbre et Thérèse Desquerroux en même temps. Puisque Faune de Marbre, j'essaie de lire 20-25 pages par jour pour pas me dégoûter du truc. Et Thérèse Desquerroux, je suis au chapitre 2. Alors, Le Faune de Marbre, j'aime trop. C'est vraiment très bizarre. Hein. C'est super chelou. Franchement, il y a des scènes où je suis là, mais on va relire parce que je suis pas sûre que j'ai pigé. Mais en fait, j'avais pigé et ça m'a. Mais j'aime trop. Franchement, j'aime trop Enfin, même si pour l'instant, il n'y a absolument pas d'intrigue. Hein. Pour l'instant, je suis au chapitre 7, donc ils font que présenter les persos. Il y en a 4. Et. Mais la qualité narrative, franchement, il y a des passages qui sont super beaux en termes de littérature. Et où je suis là. Ah, ça va pas m'aider ça dans mon débat Zola ou Hawthorne quoi. Et ensuite Thérèse Desquerroux.
J'ai énormément de mal à rentrer dedans, ça m'a fait trop rire, hein. Franchement elle est trop conne. Non vraiment c'est la Dumb Beach OG, vraiment genre Céleste pour l'instant c'est vraiment la demi OG et en tant que demi, je relate un peu. Mais j'ai énormément de mal, genre c'est bien écrit et tout, il y a pas de souci, enfin l'écriture est correcte. Je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée l'autre jour et que du coup j'avais vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans, mais j'ai l'impression que je suis en train de louper un truc en fait. Et du coup je vais peut-être me pencher un peu plus. Et après je me dis oh 51 pages c'est pas long. Et en fait quand j'ai fini chapitre 1 que j'ai l'impression qu'il fasse 30 pages et j'en ai lu 5 et je me dis it's going to be long. Alors peut-être que je pars avec des a priori sur le truc et que du coup la, la mentalité dans laquelle je suis ne me permet pas d'apprécier le bouquin, c'est totalement possible. Mais mais voilà, et en fait je me rends compte que du coup il me reste pour la fin du mois Le Faune de Marbre, Thérèse Desquéroux, The Color Purple et Le Ventre de Paris. Et en fait je vais lire que des classiques, donc la partie 2 il y aura que des classiques. Je suis désolée. Sorry, vraiment, c'était pas prévu comme ça, désolé. Je viens de couper et je vous ai même pas dit au revoir. C'est n'importe quoi. Bon, c'est le même live que toujours, rejoignez-moi ici, rejoignez-moi ailleurs, rejoignez-moi quoi. Et surtout, j'espère que vous êtes divertis, parce que vraiment j'ai l'impression d'être un clown, j'adore. Et bien évidemment, Later Skaters.